Toute votre vie, on vous a menti. Les manuels d'histoire que nous avons étudiés, les films que nous avons regardés, et même les mémoriaux auxquels nous déposons des fleurs, tout cela fait partie d'un grandiose décor. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la version officielle de la guerre de 1812 craque de toutes parts dès que l'on y regarde de plus près les détails? On nous parle d'une grande confrontation, d'une bataille entre deux empereurs, de patriotisme et de la Moscou incendiée. Mais, et si je vous disais que Napoléon Bonaparte et Alexandre Ier n'étaient pas ennemis? Et si cette guerre n'était pas une invasion, mais une opération punitive conjointe? Une opération de nettoyage du territoire, des traces d'une civilisation que l'on appelle aujourd'hui la Grande Tartarie. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons détruire les fondations de ce que vous considériez comme la vérité. Commençons par un fait simple que les historiens ignorent scrupuleusement, ou attribuent à une étrange mode de l'époque. Jetez un œil aux uniformes. Si vous prenez des portraits d'officiers des armées françaises et russes de cette période, enlevez les légendes et mélangez-les, même un historien professionnel aurait du mal à distinguer qui est qui. Les mêmes épaulettes, les mêmes shakos, la même coupe, les mêmes couleurs. On nous dit que ce n'est qu'un emprunt de mode. Sérieusement? Pendant une guerre totale d'anéantissement, les armées s'habillent-elles pratiquement de la même manière? Imaginez si, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats soviétiques et les soldats de la Wehrmacht avaient porté le même uniforme, ne différant que par de petits détails. C'est absurde. Mais en 1812, cela est étrangement considéré comme la norme. Et qu'en est-il de la langue? La noblesse russe parlait français mieux que son russe natal. Il pensait en français, écrivait des lettres d'amour en français, donnait des ordres en français. On essaie de nous expliquer cela par une influence culturelle. Mais réfléchissez logiquement. Vous faites la guerre à un ennemi, mais vous parlez sa langue, vous vous habillez comme lui, et vivez selon ses codes culturels. Ne trouvez-vous pas que cela ressemble davantage à une guerre civile au sein d'un même système global, ou, ce qui est encore plus terrifiant, aux actions d'une armée de coalition unifiée contre un tiers? Rappelez-vous la paix de Tilsit de 1807. L'histoire officielle nous parle d'une alliance forcée. Mais regardez les médailles émises en l'honneur de cet événement. Sur celles-ci, les profils de Napoléon et d'Alexandre sont côte à côte, comme ceux de deux corégents, de deux frères d'armes. Sur certains médaillons, ils regardent littéralement dans la même direction. Le symbolisme à cette époque avait une importance colossale. Personne n'aurait fait frapper le profil d'un ennemi à côté du sien s'il n'y avait pas eu une alliance réelle et profonde. Il existe une théorie, et elle trouve de plus en plus de confirmations, selon laquelle, au début du XIXe siècle, l'Europe était déjà dominée par de nouvelles élites, représentantes de ce même système parasitaire qui gouverne le monde encore aujourd'hui. Alexandre et Napoléon étaient les gestionnaires de ce redécoupage. Leur tâche n'était pas de s'anéantir mutuellement, mais de passer au fil de l'épée les terres qui conservaient encore leur fidélité à l'ancien empire. Ce même empire que l'on désignait sur les cartes comme la Grande Tartarie ou la Grande Tartarie, et dont les villes se dressaient à l'emplacement des ruines et des friches actuelles. Penchons-nous sur la logistique. C'est le domaine où l'histoire officielle s'effondre complètement. On nous dit que la grande armée de Napoléon comptait environ 600 000 hommes. 600 000. Vous imaginez ce chiffre dans les réalités du début du XIXe siècle? Sans chemin de fer, sans transport automobile, sans conserve et technologie moderne de conservation des aliments. De quoi se nourrissaient-ils? Les historiens nous parlent de fourrageurs et de convois, mais faisons calcul. Un cheval mange une certaine quantité d'avoine et de foin par jour. Pour nourrir une armée de 600 000 hommes et des centaines de milliers de chevaux, il faut un flux continu de marchandises, qu'il était physiquement impossible d'assurer sur les routes en terre de l'époque,
surtout dans les conditions de la Rasputitsa russe. Les témoins de ces événements, dans leur mémoire, sont souvent confus dans leurs témoignages, décrivant tantôt un ordre parfait, tantôt un chaos total, mais ne donnent jamais de réponse claire à la question de l'approvisionnement. Et si l'armée ne marchait pas à pied, depuis Paris même? Et si la logistique avait été assurée par des technologies qui ont été par la suite retirées et oubliées? Ou, ce qui est plus probable, si les troupes se trouvaient déjà sur le territoire, cantonnées dans les villes conquises, et que la soi-disant invasion n'était qu'un regroupement des forces pour le coup final sur Moscou. Et c'est ici que nous abordons la question la plus intéressante. Contre qui cette guerre a-t-elle réellement été menée? Observez l'itinéraire de Napoléon. C'est une flèche fine, dirigée droit au cœur du pays, vers Moscou. Il n'a pas tenté d'occuper le sud. Il n'est pas allé à Saint-Pétersbourg, où siégeait Alexandre. Pourquoi Moscou? On nous dit pour imposer la paix. Mais Saint-Pétersbourg était la capitale. La prise de l'ancienne capitale n'avait pas l'importance stratégique qu'on lui attribue, à moins que l'objectif n'ait été la destruction de quelque chose ou de quelqu'un qui se trouvait précisément là. À Moscou ne siégeaient pas de simples marchands et boyards. Moscou était le dernier bastion de cette force qui ne se soumettait ni à Saint-Pétersbourg ni à Paris. C'était le centre du vieux monde. Et c'est précisément pourquoi deux armées, formellement ennemies, ont en réalité acculé la population et les défenseurs de la Tartarie dans ce chaudron. Avez-vous remarqué l'étrange comportement de Koutouzov? Il reculait constamment, abandonnait des positions, évitait les batailles générales, comme s'il laissait Napoléon passer. La version officielle appelle cela une manœuvre tactique géniale. Mais une perspective alternative suggère autre chose. Koutouzov et ses généraux assuraient un corridor. Ils ne protégeaient pas Moscou. Ils escortaient l'armée française vers son objectif, afin que, par les mains des Français, ou plus précisément, par les mains d'une coalition européenne unie, soit accompli ce que l'armée russe ne pouvait faire elle-même pour des raisons idéologiques. Détruire l'ancienne capitale avec ses habitants et son histoire. Regardez les cartes de cette époque. Encore à la fin du XVIIIe siècle, l'encyclopédie britannique écrit noir sur blanc à propos de la Grande Tartarie comme un État gigantesque bordant la Moscovie. Et puis, soudain, au début du XIXe siècle, ce pays disparaît des cartes politiques, ne restant qu'un terme géographique. Où sont passées des millions de personnes? Où sont passées les villes marquées sur les anciens globes? Elles n'ont pas pu simplement s'évaporer. Il a fallu les détruire physiquement. La guerre de 1812 s'insère parfaitement dans ce puzzle, comme la phase finale de nettoyage. Ce fut un génocide, déguisé en invasion. On nous a forcés à être fiers de cette guerre, l'appelant la guerre patriotique, afin que nous ne devinions jamais que nos ancêtres auraient pu être non pas des vainqueurs, mais des victimes de ce complot mondial. Et ce n'est que le début. Ensuite, nous parlerons de ce qui s'est réellement passé à Moscou, et pourquoi l'incendie qu'on nous décrit ressemble davantage à l'utilisation d'une arme de destruction massive qu'à un simple incendie de maison en bois. Des technologies qui, nous assure-t-on, n'ont apparu qu'au XXe siècle, ont laissé leurs traces radioactives sur les pierres du XIXe. Concentrons-nous sur l'événement qui fut le point culminant de cette étrange guerre, l'incendie de Moscou. L'histoire officielle nous sert une fable primitive selon laquelle la ville aurait été incendiée par ses propres habitants ou par des saboteurs sur ordre du comte Rostopchine. On nous dit que Moscou était en bois, et c'est pourquoi elle a brûlé comme une allumette. Mais c'est un mensonge éhonté, destiné à ceux qui ne se sont jamais intéressés à l'architecture du début du XIXe siècle. À ce moment-là, Moscou était une ville de palais en pierre, de manufactures en briques et de cathédrales majestueuses. Oui, il y avait des constructions en bois, mais elles se trouvaient en périphérie. Le centre-ville, le Kremlin, les domaines nobiliaires, c'était de la pierre. La brique ne brûle pas, la pierre ne brûle pas.
Pour qu'une ville de pierre s'embrase au point de faire fondre les cloches dans les clochers, il faut une température inaccessible lors d'une combustion normale du bois. La température de fusion du bronze est d'environ 1000 degrés Celsius. Pour transformer les murs de briques en poussière et faire fondre les quais de granit, il faut un choc thermique d'une puissance colossale. Lisez les mémoires d'officiers français, par exemple, du comte de Ségur. Il ne décrit pas un simple incendie, il décrit un océan de feu qui se comportait comme un être vivant. Des témoins parlent d'éclairs de lumière qui illuminaient le ciel plus brillamment que le soleil au milieu de la nuit. De quel soleil peut-il être question lors de l'incendie de Hangar? Cette description est caractéristique du rayonnement lumineux lors d'une explosion nucléaire ou d'une autre explosion de haute technologie. De plus, l'incendie se propageait contre le vent. C'est une anomalie physique si l'on parle d'un feu ordinaire, mais un phénomène tout à fait explicable s'il s'agit d'une arme à plasma ou d'un bombardement en tapis depuis les airs. Oui, vous avez bien entendu. Qui aurait pu porter un tel coup? Une troisième force. Ceux qui contrôlaient à la fois Napoléon et Alexandre. L'objectif était d'effacer la culture matérielle de la Tartarie, de détruire les archives, les bibliothèques, les technologies conservées dans les souterrains de Moscou. Et maintenant, examinons les conséquences de ce soi-disant incendie. Qu'est-il arrivé à la grande armée de Napoléon? On nous dit le général Hiver. Soi-disant les Français, qui avaient conquis toute l'Europe, auraient oublié de prendre des vêtements chauds et seraient morts de froid. C'est ridicule. Les relevés climatiques de ces années-là montrent que l'hiver de 1812 est arrivé plus tard que d'habitude, et que les gelées ont frappé après que l'armée se soit transformée en une foule de fuyards. De quoi mourrait-il alors? Les symptômes décrits par les médecins régimentaires sont choquants. Chute de cheveux, ulcères cutanés, vomissements, diarrhée, perte d'orientation. Les soldats devenaient fous, leurs dents tombaient. Les historiens appellent cela le typhus ou une fièvre inconnue. Mais tout radiologue moderne vous dirait que c'est le tableau classique du syndrome d'irradiation aiguë. L'armée de Napoléon est entrée dans la zone d'impact. Ils sont restés dans les cendres radioactives de Moscou pendant plus d'un mois. Ils buvaient de l'eau contaminée, respiraient de la poussière radioactive. C'est pourquoi la grande armée s'est tout simplement désintégrée. Ils n'ont pas gelé, ils se sont désintégrés au niveau cellulaire. Regardez les données démographiques de la Russie après la guerre. Les statistiques officielles enregistrent un étrange déclin. Dans certaines provinces, par lesquelles les troupes n'étaient même pas passées, la population a diminué de dizaines de pourcents. Pourquoi? Parce que le nuage radioactif ne connaît pas de frontières. Les retombées après l'attaque sur Moscou ont couvert d'énormes territoires. Dans les villages et les hameaux, des familles entières mouraient de la peste, comme on l'appelait alors. Mais ce n'était pas une infection. C'était une catastrophe radiologique. Et les autorités le savaient parfaitement. C'est pourquoi, immédiatement après la guerre, une reconstruction totale de Moscou a commencé. La Commission pour la construction de Moscou, créée en 1813, a travaillé avec une rapidité suspecte. En quelques années, la ville a littéralement ressuscité de ses cendres. D'où venaient les ressources? Où ont-ils trouvé des millions de briques si les usines étaient détruites? D'où sont venus des milliers de maçons qualifiés si la population masculine avait été décimée par la guerre? La réponse est simple. Ils ne construisaient pas. Ils déterraient. Ils restauraient ce qui avait survécu et recouvraient de terre ce qui était trop endommagé. La couche culturelle de Moscou n'est pas le résultat d'accumulations séculaires de poussière. Ce sont des mètres de terre avec lesquels les rez-de-chaussée des bâtiments ont été délibérément recouverts pour masquer les traces de la catastrophe et les ruines radioactives. Nous marchons sur les toits et les premiers étages de cette Moscou antédiluvienne. Le musée Polytechnique, les fouilles à la Loubianka. Partout, nous voyons des étages entiers s'enfonçant profondément sous terre, avec des fenêtres et des portes. Qui construit des fenêtres sous terre? Personne. Ce sont les rez-de-chaussée devenus des caves après le Grand Remblai.
Un autre fait qui trouble les chercheurs. L'absence de charniers de chevaux. 600 000 hommes, des centaines de milliers de chevaux. Où sont leurs os? Les archéologues ne trouvent que des sépultures isolées. Si l'armée était morte de froid et de faim, toute la route de Moscou à la Bérésina devrait être pavée d'ossements. Mais ils n'y sont pas. Où sont passés les corps? La version de la crémation dans ces conditions ne résiste pas à la critique. Le bois manquait même pour se chauffer. Et si les corps s'étaient simplement évaporés dans les épicentres des explosions, ou s'ils avaient été éliminés par des équipes de nettoyage spéciales, utilisant des réactifs chimiques inconnus de nous, nous avons affaire à un crime d'une ampleur planétaire, dont les traces ont été effacées pendant 200 ans. Remarquez les médailles pour la prise de Paris et pour le salut de la patrie. Elles représentent souvent un étrange triangle avec un œil, l'œil omniscient, un symbole maçonnique. Il est partout, sur les frontons des bâtiments restaurés après l'incendie, sur les armes de récompense, sur les sceaux de l'État de l'époque. C'est la signature du commanditaire. Napoléon et Alexandre étaient des francs-maçons de haut rang, exécutants de la volonté d'une loge mondiale. Leur correspondance, si l'on lit entre les lignes, est pleine d'allusions aux grandes œuvres et à la transformation du monde. La guerre était un rituel, un sacrifice. Des millions de vies furent déposées sur l'autel d'un nouvel ordre mondial, dans lequel il n'y avait pas de place pour la Tartarie et la vision du monde védique. Demandez-vous, pourquoi en Europe, après 1815, une ère de réaction et la création de la Sainte Alliance s'installe-t-elle? C'était la création d'un gouvernement mondial, prototype de l'Union européenne et de l'Alliance. Ils se sont unis, non pas pour prévenir de nouvelles guerres, mais pour contrôler les territoires conquis et empêcher la résurgence de la civilisation détruite. Toute l'histoire du XIXe siècle est un processus de réécriture du passé. Des commissions spéciales étaient envoyées dans les monastères et les archives pour saisir les chroniques, réécrire les livres, détruire les cartes. On nous a inventé une histoire du monde antique, reculant les événements de milliers d'années pour combler le vide créé après le nettoyage du passé réel. Nous vivons dans une matrice créée au début du XIXe siècle, et la guerre de 12 est le point de départ de cette matrice. Mais la preuve la plus terrifiante ne se cache pas dans les archives, mais dans les forêts. Regardez l'âge des forêts en Russie et en Europe. Vous ne trouverez pas d'arbres de plus de 200 ans. Pourquoi? Sortez dans la forêt, regardez autour de vous. Voyez-vous des arbres géants de 3, 4, 500 ans? Non. Dans toute la Russie centrale et même en Europe, le massif forestier est étrangement homogène. Les pins et les bouleaux se dressent, tous du même diamètre, comme s'ils avaient été triés sur le volet. Si vous coupez un tel arbre et comptez les anneaux, vous en compterez rarement plus de 150 ou 200. C'est un fait biologique qu'il est impossible de réfuter. La science officielle nous parle de coupes industrielles et d'incendies locaux. Mais permettez, ont-ils vraiment tout coupé, jusqu'au dernier jeune plant, simultanément sur un territoire gigantesque de Paris à l'Oural? C'était techniquement impossible à l'époque. Ils n'avaient pas de tronçonneuse, ni de machine d'abattage. La seule explication logique est la destruction totale de la biosphère. Un incendie planétaire ou une onde de choc qui a balayé les forêts séculaires, laissant un désert calciné sur lequel une nouvelle pousse n'a commencé à croître qu'au milieu du XIXe siècle. Nous vivons dans une jeune forêt, poussée sur les eaux du monde précédent. De vieilles photographies de la fin du XIXe siècle le confirment. On y voit des paysages dénudés, sans le moindre arbre, là où la taïga bruisse aujourd'hui. Et maintenant, ouvrez les cartes satellites. Jetez un œil aux étranges lacs ronds, dispersés dans les régions de Tver et de Ryazan, sur le territoire de la Biélorussie et de l'Ukraine. Il y en a des milliers. Des cratères parfaitement ronds, remplis d'eau. Les géologues balbutient quelque chose à propos de gouffres karstiques ou de pluies de météorites. Mais les météorites ne tombent pas en grappes.
créant des lignes de défense tactiques. Et les gouffres karstiques ne forment pas des cercles parfaits, avec des remblais de terre sur les bords. Ce sont des cratères d'explosion. Si vous superposez la carte de ces lacs sur l'itinéraire de l'armée de Napoléon et les lieux de stationnement des troupes russes, vous constaterez une coïncidence effrayante. Les hostilités ont été menées avec l'utilisation d'armes d'une force si dévastatrice que la terre était transformée en passoire. C'était un bombardement en tapis, dont les traces nous ont été cachées sous l'apparence de paysages naturels. Qui aurait pu attaquer depuis les airs en 1812? La réponse à cette question détruira votre perception de la réalité. Et qu'est-ce qu'ils bombardaient exactement? Jetez un œil au plan des villes de cette époque. Presque toutes les grandes villes d'Europe et de Russie étaient entourées ou construites à l'intérieur de ce qu'on appelle des forteresses étoilées, des étoiles bastions. Les historiens affirment que ce sont des ouvrages de fortification pour se défendre contre les canons et l'infanterie. Mais c'est un mensonge qui s'écroule dès la première analyse d'ingénierie. La géométrie complexe des étoiles n'offre aucun avantage lors d'un bombardement. Au contraire, elle crée des zones mortes et complique la défense. En revanche, cette forme est idéale du point de vue de la physique ondulatoire. C'étaient des stations de distribution de gaz, des centrales électriques, des harmonisateurs d'espace de la Grande Tartarie. Napoléon et Alexandre n'allaient pas conquérir des villes. Ils allaient déconnecter le système de survie. Ils détruisaient l'ossature énergétique de la planète. C'est pourquoi de nombreuses forteresses étoilées, après la guerre de 1812, ont été rasées jusqu'aux fondations. Et à leur place, des parcs ont été aménagés ou des prisons construites. Le pouvoir nettoyait les technologies d'énergie libre pour rendre l'humanité dépendante des hydrocarbures et du travail manuel primitif. Maintenant, reliez les faits. La destruction des forêts, les incendies gigantesques des villes, les bombardements en tapis des régions. Que se passe-t-il lorsque des millions de tonnes de poussière, de cendres et de terre sont rejetées dans l'atmosphère? Des pluies de boue commencent. Nous voici arrivés à l'énigme du soi-disant déluge d'argile. Ce n'était pas un déluge universel au sens biblique. C'était une conséquence directe de la guerre. La terre, soulevée dans l'air par les explosions, s'est déposée pendant des années. Elle a enseveli les rez-de-chaussée des bâtiments épargnés, modifié le cours des rivières, enterré sous elle-même routes et ponts. Une couche d'argile de 3 ou 4 mètres que nous voyons lors des fouilles partout dans le monde est le sédiment de cette même catastrophe. Les gens qui ont survécu au carnage ont été contraints de déterrer leurs maisons, de faire des portes à partir des fenêtres du 2e étage et de recommencer leur vie dans un monde devenu gris, sale et froid. L'histoire officielle appelle cela une couche culturelle. Mais n'importe quel constructeur vous dira « une couche culturelle ne croît pas à la vitesse d'un mètre par siècle uniformément dans toute la ville, recouvrant fenêtres et portes ». Et c'est ici que s'ouvre la page la plus tragique de ce nettoyage. Où sont passés les enfants? Au milieu du 19e siècle, le monde a été submergé par une vague d'orphelinat sans précédent. Apparaissent de mystérieux trains d'orphelins aux États-Unis d'Amérique. D'énormes orphelinats s'ouvrent en Russie et en Europe. D'où sont venus des centaines de milliers d'enfants sans abri simultanément dans tous les pays? Où sont leurs parents? Pourquoi, dans la littérature de l'époque, le thème de l'orphelinat est-il l'un des plus populaires? Rappelez-vous Dickens ou Dostoïevski. La réponse est terrible. La population adulte, porteuse de mémoire et de compétences, a été anéantie au cours de la guerre catastrophe. Les enfants ont été enlevés, leur mémoire du passé effacée, de nouveaux noms de famille simples leur ont été donnés. Ivanov, Petrov, Smith, Jones. Et ils ont été éduqués selon de nouveaux programmes primitifs. On en a fait des esclaves idéaux pour la nouvelle révolution industrielle. On leur a donné une histoire tronquée, une chronologie inventée. Et on leur a inculqué que leurs ancêtres étaient des sauvages, vivant dans des huttes de terre à la lueur d'une chandelle. Nous sommes les descendants de ces orphelins.
élevés sur les ruines d'une grande civilisation dont on nous a interdit de nous souvenir. Réfléchissez. Pourquoi, au début du XIXe siècle, y a-t-il un net déclin technologique? Des objets en pierre unique, les vases de l'Ermitage, la colonne d'Alexandre, la cathédrale Saint-Isaac. Tout cela est censé avoir été créé à l'ère du ciseau et du marteau. Mais nous ne pouvons pas le reproduire avec des machines modernes à commande numérique. Les maîtres du passé maîtrisaient les technologies de moulage de la pierre, de traitement du granit comme de la pâte à modeler, de création de béton géopolymère. Et soudain, une rupture nette. Nous passons à la brique tordue et aux machines à vapeur primitives, dont le rendement est inférieur même aux mécanismes anciens. C'était une dégradation technologique. Nous avons été rejetés des centaines d'années en arrière dans notre développement. La guerre de 12 est devenue la ligne de démarcation après laquelle l'humanité a oublié comment voler sur des Vimana et comment obtenir de l'électricité de l'atmosphère à l'aide des coupoles des temples. Napoléon n'a pas emporté d'or et de fourrure de Moscou. Il a emporté et détruit des plans, des instruments et des manuscrits. Les convois de butin qui auraient soi-disant disparu en chemin ont en réalité atteint leur destination, mais leur contenu s'est retrouvé dans des dépôts spéciaux et secrets du Vatican et de Londres, loin des yeux des simples mortels. Jetez un œil au tableau des peintres ruinistes de cette époque. Hubert Robert, Giovanni Piranesi, des centaines d'auteurs moins connus. La science officielle nous dit que ce sont leurs fantaisies. Une étrange fascination romantique pour les ruines antiques, des caprices. Mais regardez attentivement. Ils peignaient d'après nature. Ils étaient des correspondants de guerre et des documentalistes de cette catastrophe. Sur leur toile, nous voyons non pas des mondes imaginaires, mais la réalité juste après la guerre. Nous voyons des arches cyclopéennes détruites, des colonnades ensevelies sous la boue, d'où poussent des arbres directement sur les toits. Et en bas, parmi ces ruines majestueuses, grouillent de minuscules êtres humains. Des miséreux qui cuisinent sur des feux de camp en plein milieu des salles de palais, font paître des chèvres sur les débris de statues antiques. Ces gens n'ont pas construit ces édifices. Ils ne pouvaient pas le faire techniquement. Ils s'y sont simplement installés, comme des fourmis colonisent une maison abandonnée par un éléphant. C'est ce que nous sommes, vous et moi. Nous sommes une civilisation de squatteurs, d'occupants, qui ont pris possession de palais étrangers après le grand nettoyage. Promenez-vous dans le centre historique de Saint-Pétersbourg. Approchez-vous des portes de la cathédrale Saint-Isaac ou du palais d'hiver. Regardez les poignées de porte. Elles sont au niveau de votre tête, ou même plus haut. Observez les marches des escaliers. Elles sont trop hautes et inconfortables pour une enjambée normale. La hauteur des plafonds dans les bâtiments anciens, 4-5 mètres. Des fenêtres d'une telle taille qu'il est impossible à une seule personne de les ouvrir. Pourquoi? On nous dit pour la grandeur, pour la pompe de l'Empire. C'est absurde. L'architecture est toujours utilitaire et fonctionnelle. Ces bâtiments n'ont pas été construits pour nous. Ils ont été conçus pour des personnes mesurant 2,5 mètres ou 3 mètres. C'étaient les maisons des Atlantes, des habitants de cette même Tartarie, dont les paramètres physiques différaient des nôtres. La guerre de 12 n'était pas seulement un redécoupage des frontières, c'était une guerre des espèces biologiques. Une guerre d'envahisseurs de petite taille mais nombreux contre une race de géants peu nombreuse mais très développée. Et les géants n'ont pas perdu un combat loyal, mais à la suite d'une attaque perfide avec des armes de destruction massive qui a effacé leur ville de la surface de la Terre. Rappelez-vous la colonne d'Alexandre. 600 tonnes de granit monolithique. Un fût parfaitement poli. On nous raconte un conte de fées pour enfants. Comment de simples moudjiks russes en lapti, chaussures d'écorce, se nourrissant de pain et d'eau, à l'aide de cordes et de rondins, ont taillé et érigé cette masse à la main. Mais tout ingénieur moderne, travaillant avec des charges lourdes, vous le confirmera.
C'est techniquement impossible. Sans une hydraulique puissante, sans grue d'une capacité de charge appropriée, il est impossible d'installer un tel monolithe verticalement. Et le traitement? La colonne a une géométrie de rotation idéale. Pour réaliser une telle chose en granit, il faut un tour d'une taille gigantesque et des outils de coupe plus durs que le diamant. Où est cette machine? Où sont les outils? Ils n'existent pas, parce qu'ils ont été retirés. Les technologies de cette époque surpassaient nos capacités modernes. Nous ne pouvons toujours pas reproduire la maçonnerie polygonale de Kronstadt, où d'énormes blocs de granit sont ajustés les uns aux autres sans mortier, de telle sorte qu'une lame de couteau ne puisse pas passer. Ce sont des traces d'usinage, des traces de laser, de découpe au plasma et de fraisage, et non du ciseau d'un cerf. On nous a refilé une histoire primitive pour que nous ne posions pas de questions. Nous vivons dans un décor. Toute l'histoire du 19e siècle est cousue de fil blanc pour cacher le fait d'une dégradation monstrueuse. On nous a donné une locomotive à vapeur fumante avec un coefficient de rendement de 5% et on nous a dit que c'était le sommet du progrès. Alors que pas plus tard qu'hier, nos ancêtres, peut-être, utilisaient l'électricité atmosphérique et se déplaçaient à travers des portails. Nous marchons dans des rues dont les noms ont été changés, et nous vivons dans des villes dont les fondations se souviennent de maîtres bien différents.